Bonsoir et bienvenue. LCN a l'honneur ce soir de vous présenter, dans le cadre de l'élection du 1er octobre 2018, ce débat économique de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ce débat devant public que je salue. D'ailleurs, ce débat donc réunit les gens désignés par chacun des partis politiques pour venir aborder les grands enjeux et les préoccupations des Québécois en matière d'économie. Je vous présente sans plus tarder les participants, en commençant à l'autre extrémité, M. Yuri Chassin, candidat dans la circonscription de Saint-Jérôme pour la coalition Avenir Québec. Bonsoir. Bonsoir, M. Dumont. M. Nicolas Marceau, candidat dans la circonscription de Rousseau pour le Parti québécois. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Dumont. M. Simon Tremblay-Pepin, candidat dans la circonscription de Nelligan pour Québec solidaire. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Carlos Létard, ministre des Finances du Québec et candidat dans la circonscription de Robert Baldwin pour le Parti libéral du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous quatre. Nous entreprenons donc un débat de 60 minutes divisé en 4 thèmes de 15 minutes. Ces 4 grands thèmes sont l'économie et la fiscalité, l'immigration, la main-d'œuvre et les infrastructures. Chaque sujet sera lancé par une question à l'un des participants. L'ordre a été tiré au hasard. Je rappelle à chacun des participants qu'il s'agit d'une formule débat. Donc, les réponses devront être concises, s'adresser directement à la question, au sujet qui a été posé. Je ne doute pas du tout de votre capacité à faire des discours longs, intéressants et excellents, mais ce soir, je ne les permettrai pas. Il faut vraiment qu'on sente la formule débat. Et je rappelle au public qu'on réserve les applaudissements pour la fin pour ne pas déranger le déroulement. Bon débat à tous. Abordons notre premier sujet, l'économie et la fiscalité. Comment créer de la richesse pour les Québécois? L'économie du Québec va plutôt bien. Le taux de chômage à 5,6 % connaît un creux historique. La croissance économique devrait atteindre 2,1 % cette année. Pourtant, le revenu disponible par habitant au Québec est le plus bas au pays, à 27 700 $. Les travailleurs de l'Ontario, par exemple, gagnent en moyenne 4 370 $ de plus. Ce genre de déséquilibre existe aussi pour les entreprises. La réforme fiscale du président Trump a fait passer le taux d'imposition des entreprises américaines à 21 % alors qu'il est à 26,8 % ici. Ça rend plus difficile le fait d'attirer des entreprises et de maintenir des investissements ici. La première question est adressée à Yuri Chassin de la Coalition Avenir Québec. Quelles actions comptez-vous entreprendre pour faire en sorte que les Québécois aient plus d'argent dans leur poche et assurer le maintien des entreprises et des emplois chez nous? Votre diagnostic, M. Dumont, est excellent parce qu'effectivement, malgré certains chiffres économiques qui vont bien, il y a des tendances de fond, des tendances lourdes qui, malheureusement, n'ont pas changé dans les 15 dernières années du Parti libéral. Et effectivement, il y a un rattrapage à faire. Alors, quand on parle de mesures concrètes qui permettent de stimuler l'économie, la Coalition Avenir Québec en a proposé plusieurs au cours de cette campagne électorale et va continuer d'en proposer, à commencer par une transformation du mandat d'Investissement Québec. On est en retard aussi en termes d'investissement. Ça affecte notre productivité, donc l'efficacité de notre travail. Et en stimulant les investissements, on peut faire un certain rattrapage. Ça veut dire que la mission d'Investissement Québec doit être de sortir des bureaux. Je vous dis, mesdames et messieurs, d'Investissement Québec, sortez de vos bureaux. Il y a des entreprises où il y a des projets, des idées, des possibilités d'exportation. Vous devez aller les rencontrer. Et évidemment, on doit aussi miser sur l'éducation, parce que comme bien les problèmes, tout commence avec l'éducation. Écoutez, je pourrais commencer pour ce qui est d'Investissement Québec. Ça se fait déjà. Donc, la CAQ est en train de défoncer une porte ouverte. L'Investissement Québec est déjà présent dans les régions. L'Investissement Québec est déjà très actif localement. Et à mon avis, Investissement Québec remplit très bien sa mission. Peut-être une toute dernière chose avec votre diagnostic du départ, revenu disponible per capita. Non, à notre avis, ce n'est pas vraiment un indicateur qui est très révélateur. Parce que si on utilise cet indicateur-là, ça serait le Yukon qui aurait le meilleur niveau de vie au Canada. Mais moi, M. Létard, j'ai une question pour vous. Vous nous dites, on va présenter notre cadre financier demain, on a hâte de le voir. Vous en avez présenté un en 2014. Et au niveau des revenus, vous êtes arrivé, si on regarde les chiffres de 2018-2019, 4 milliards plus bas que ce que vous aviez annoncé. Comment est-ce qu'on peut croire le cadre financier que vous avez déposé demain? Écoutez, d'abord, vous allez le voir. Il va être déposé demain, donc vous pourrez tirer vos conclusions.
Pour ce qui est des revenus, comme vous dites, 4 Vous nous milliards parliez de d'un points. effet libéral à l'époque. On ne l'a pas beaucoup vu. On a vu l'effet libéral, et ce qui était intéressant à cet égard-là, c'est qu'en 2014, il y avait un effet, un taux de chômage qui était très élevé. Et donc, il y avait de la place pour avoir une croissance économique plus rapide. Donc, et on s'était engagé à créer les 250 000 emplois, et nous sommes en voie de le faire. Donc, l'effet libéral à ce moment-là était très réel, parce que la capacité non utilisée était assez vaste. Aujourd'hui, si l'effet libéral vous est pas arrivé. Au-delà je crois que ce qui a caractérisé les dernières années, c'est deux choses. La première, c'est cette impression réelle que les Québécois ont que l'économie n'est pas au service du bien commun, au service des Québécois eux-mêmes, et plutôt au service de certains millionnaires, par exemple, on l'a vu dans le dossier de Bombardier. Je pense que ça a marqué beaucoup les Québécois. Deuxième chose, évidemment, ce sont les coupes fortes qu'il y a eu dans les services. Coupes que vous avez commencé? Des coupes de l'austérité, non. Et les coupes en particulier, on les a vues en éducation, on les a vues en santé. Et moi, je crois que c'est là-dessus que se joue beaucoup l'élection cette année. Il y a deux visions qui s'opposent. La vision de mes collègues de la CAQ et du Parti libéral qui prétendent qu'on pourrait baisser les impôts et les taxes et simultanément accroître les services, augmenter les services. Les gens comprennent que c'est pas possible. Ils savent d'instinct que ça n'a pas d'allure. Ce qui est possible de faire, c'est d'investir dans les services. Et de notre côté, c'est ce que nous proposons aux Québécois. On ne fait pas accroire des choses aux gens. Et à Mais tout le je monde, on va être sais d'accord. la balle au bon, on parle du fardeau fiscal. Monsieur Marceau vient d'énoncer une position. Oui. Qu'est-ce que chacun pense de ce fardeau fiscal, entre autres des particuliers, mais des entreprises aussi? Monsieur Chassin, vous allez prendre la parole? Oui, mais en fait, j'allais parler d'éducation parce qu'il y a vraiment une nécessité de réinvestir dans l'éducation. Et on ne peut pas pardonner au gouvernement libéral d'avoir fait des compressions dans l'éducation pour revenir, dans le fond, à des économies de court terme et en sacrifiant des jeunes qui vont être affectés durant tout leur parcours scolaire. En fait, il faut avoir une certaine prévisibilité là-dessus. Quant au fardeau fiscal, et c'est important, on a un fardeau fiscal lourd, on paie beaucoup d'impôts au Québec. On doit remettre de l'argent dans le portefeuille des familles québécoises. C'est tout à fait légitime. Rappelons-nous qu'en 2014, il y a un gouvernement qui a été élu en proposant de revenir à l'équilibre budgétaire sans toucher au fardeau fiscal. Or, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des hausses de taxes scolaires, on a vu des hausses de tarifs d'électricité, on a vu des hausses pour l'immatriculation, et ça n'en finit plus. Donc, malheureusement, l'équilibre budgétaire a été pigé dans la poche des composants d'éducation, M. Chassin, là, vous nous dites, oui, nous autres, on va stabiliser ça, l'éducation. Même réinvestir, M. Tremblay-Papa. Je serais content de vous voir faire ça en augmentant les frais de scolarité, comme vous l'avez toujours défendu. Mais ce que je voudrais savoir d'abord et avant tout, c'est comment vous allez faire si vous stabilisez l'éducation et que de l'autre côté, vous avez les mêmes résultats, la même croissance des dépenses que les libéraux. Ça veut dire que vous allez couper quelque part, ça? Mais alors, il faut absolument trouver une voie de passage pour expliquer ça. Et cette voie de passage, c'est de lutter contre le gaspillage, contre une bureaucratie qui est énorme encore aujourd'hui. Et ça, c'est drôlement intéressant de voir que ce n'est pas que moi qui le dis, ce n'est pas que la Coalition Avenir Québec, mais c'est aussi la protectrice du citoyen qui dénonçait que dans les compressions libérales, l'administration avait été davantage épargnée que les services aux citoyens. Alors, il y a effectivement une façon, et on a détaillé dans notre cadre financier déjà déposé, des économies d'1,5 milliard pour financer. Il n'y a pas de détails ici. On a beaucoup parlé donc des soi-disant coupures libérales. J'aimerais quand même remettre les pendules à l'heure. Nous, on a fait ce qu'on a fait en 2014 parce qu'il fallait le faire. On ne peut pas dépenser, on ne peut pas penser qu'on peut financer des services publics à crédit. On doit être capable de le faire, on doit être capable de le financer à l'intérieur de notre capacité de le faire. Donc, il fallait absolument ramener la croissance des dépenses publiques à l'intérieur. Et la Quand on coupe dans l'éducation, monsieur Létao. On ne peut pas augmenter les revenus parce que si on augmente les revenus, là, on va augmenter la taxation. Nous avons déjà une taxation qui est très élevée. Je ne peux pas croire que vous dites ce que vous venez de dire. Bien sûr, ça prend des finances publiques saines, mais de couper dans l'éducation, dans l'avenir de nos enfants, puis dans la croissance économique future du Québec, c'est dramatique. Et c'est intolérable. Je pense que les Québécois n'acceptent pas ça. Et je me permets de dire que du côté de la CAQ, avec les baisses de revenus en taxes scolaires, avec les baisses de revenus du système scolaire, on est en danger de subir encore une fois des coupes dans le système d'éducation. La même chose va se produire
On a eu l'austérité passée, on a l'austérité à venir du côté de la soyons condition clairs, des baisses M. de revenus, Marceau, si vous vous l'avez permettez. commencé. Vous l'avez commencé avec les coupes à l'aide sociale, vous avez commencé avec l'augmentation des tarifs en CPE. C'est de vous que ça a commencé, ça. Vous pouvez bien dire que M. Létard est responsable de tout ça, mais vous avez une responsabilité à porter là-dedans. Vous regarderez les taux de croissance des dépenses lorsque nous y étions et vous allez voir que vous avez tort. Écoutez, pour ce qui est des Vous dépenses... demanderez aux gens sur l'aide sociale si j'ai tort. Pour ce qui est des dépenses publiques au Québec, je pense qu'il y a quand même un consensus qui se dégage, que nous devons être capables de financer nos services publics sans nous endetter, sans aller piger avec la carte de crédit dans les poches des générations futures. Ça ne sert à rien de penser qu'on peut faire ça à crédit. Ça ne marche pas. Donc il faut avoir le courage, comme d'ailleurs votre chef le mentionnait assez souvent en 2014, il faut avoir le courage de remettre la maison en ordre, d'avoir les dépenses publiques à l'intérieur de notre capacité de payer. Et pour la suite, Mais M. après, Létard, le mettre sur une base prévisible. Si on est d'accord et sur durable. l'objectif, nous ne sommes certainement pas d'accord sur les moyens. Et c'est ça le problème. Évidemment, il faut parler aussi, et je trouve ça intéressant que vous parliez de baisse de revenus. Ce sont peut-être des baisses de revenus pour l'État, mais ce sont des hausses de revenus dans la poche des contribuables. Et s'il y a bien un parti qui va défendre les contribuables, c'est la Coalition Avenir Au Québec. prix Pour de revenir l'éducation, les au prix de tarifs coupes ensuite. supplémentaires Au dans notre système contraire, d'éducation. nous Absolument. parlons de réinvestissement Regardez, en éducation. vous avez de la magie dans votre cadre financier, d'une croissance économique hypothétique d'un Oui, lutte demi-point au de plus gaspillage. pendant 2 ans, de la lutte au gaspillage. Écoutez, bien sûr, il y a du gaspillage. Bien sûr, il faut lutter contre le gaspillage. Mais de prétendre, en regardant les Québécois dans les yeux, que vous allez économiser 1,5 milliard, ça n'est pas crédible. Il n'y a personne qui Je regarde voit les ça. Québécois dans les yeux. Sans même, C'est nous, possible. Mais vous allez sans me même permettre- nous dire comment, M. Chassin. Bien sûr, mais alors on peut le détailler. Ouais. Ah, mais alors vous le faites Vous pas allez dans me votre permettre de cadre relancer- financier, c'est étrange. On a fait un peu le tour. On relance le débat sur une autre question. Tantôt, on a mentionné vite Investissement Québec. J'élargis. Une des questions que les Québécois se posent, on fait quoi avec nos sociétés d'État? Donc là, c'est Hydro-Québec. Oui, c'est Investissement Québec. C'est la Caisse de dépôt. On parle de l'indépendance de ces institutions-là. En même temps, on sait qu'elles peuvent avoir un rôle de levier, jouer un rôle dans l'économie. Comment chacun de vos partis voit les sociétés d'État, leur avenir? Je commence avec vous, M. Tremblay-Pepin. Les sociétés d'État ont un rôle fondamental à jouer pour le Québec. Ce rôle-là est simple. C'est un rôle où il faut qu'elles soient des secteurs, des vecteurs de dynamisme économique. C'est le cas de la SAQ. Ici, on a deux partis qui nous disent « Ah oui, on va libéraliser, on va privatiser ». Eh bien, en fait, ils vont devoir se passer de millions de dollars de ces sociétés d'État. C'est ça qu'ils nous annoncent. Et en plus, ils vont détruire des fleurons économiques du Québec, comme c'est le cas de la SAQ, qui est une société d'État non seulement que le public aime, mais qui lui rend d'excellents services. J'aimerais On n'a poser la jamais, question. jamais parlé de privatiser une société d'État. Vous avez demandé un rapport là-dessus, monsieur. Pour optimiser le modèle d'affaires. Donc, nous sommes tout à fait ouverts à améliorer le modèle d'affaires. Pourquoi? Pour avoir de meilleurs produits au meilleur prix. Ça veut dire probablement d'injecter un peu plus de compétition dans la distribution. Mais la SAQ joue toujours un rôle très important. Nous voulons que les produits au meilleur prix soient disponibles dans toutes les régions du Québec. Et pour cela, ça prend une société d'État. Donc, ce n'est pas question de privatiser, mais c'est une question d'améliorer le modèle d'affaires et d'injecter un peu plus de compétition Donc, dans d'en la finir avec le distribution. monopole. Ben, On c'est peut ça, plus de compétition de dans la demander la distribution. question de la Caisse de dépôt directement en réponse à la question de M. Dumont. Nous, on a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale et notre intention, elle est très claire. Première des choses, remettre la question du développement économique du Québec au cœur de la mission de la Caisse, ce qui a été enlevé en 2004 par M. Charest. Premier élément. Deuxièmement, on pense que l'économie québécoise a perdu trop de ses sièges sociaux ces dernières années, Rona, Saint-Hubert, le Cirque du Soleil, Tembec, et on veut demander à la Caisse, en toute indépendance, d'examiner pour chacun des cas où il y a des offres d'achat sur des sièges sociaux, de donc se pencher sur la question et de les protéger le cas échéant si ça s'avère une dimension importante pour l'économie du Québec. Il me semble que la Caisse a ce rôle-là à jouer et qu'elle a arrêté de le faire ces dernières années. Elle s'est préoccupée plus des impacts financiers, mais pas suffisamment du développement économique du Québec. Oh, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, vraiment pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, un récent candidat pour la CAQ, M. Dubé, pour ne pas le nommer, était justement au cours des 4 dernières années responsable du portefeuille Québec de la Caisse de dépôt. C'est quand même à peu près 60 milliards de dollars content que que la vous Caisse de évoquiez dépôt M. Dubé. investit directement dans les entreprises québécoises. Donc la Caisse joue pleinement son rôle. Donc, Ils ont je vendu pense que- Rona, par exemple. Donc, Ils c'est ont vrai que vendu vous Rona par alors que rapport- l'ensemble des Québécois auraient voulu que Rona reste ici. Il y a des fournisseurs québécois qui ont perdu des contrats à la suite de ça. Si vous permettez, M. Marceau, il y a une question dans les sociétés d'État qui n'a pas été abordée, et c'est l'ambition que le gouvernement peut avoir
pour augmenter, entre autres, par exemple, les exportations d'électricité, l'hydroélectricité qu'on a comme ressource ici, qui est une électricité propre, qui est une électricité verte, et où on peut conclure des alliances énergétiques avec nos voisins, tant canadiens qu'américains. Alors, il y a là un fort potentiel, notamment parce que 30 de la production d'électricité aux États-Unis est produite à partir de charbon, et si on peut les remplacer, on nourrit à la fois l'économie québécoise et à la fois le climat. Et donc, il y a vraiment un enjeu environnemental et économique qui se combinent parfaitement. Malheureusement, on n'a pas senti de la part, notamment de votre chef, M. Létao, Philippe Couillard, qui disait « Ah, ça, ce sont des enjeux du siècle passé », alors que l'hydroélectricité, c'est une des forces des Québécois dont on est fiers. Absolument, absolument. Encore une fois, défoncer une autre porte ouverte. Mais c'est ce qu'Hydro-Québec fait déjà, depuis un certain nombre d'années, d'exporter de l'électricité aux États-Unis et chez nos voisins ontariens. Nous avons des surplus énergétiques, des surplus d'électricité, mais il faut aussi que de l'autre côté, le client veuille acheter cette électricité-là. Et pour ça, il nous faut des moyens de transmission. Nous sommes en train de mettre en place ces moyens de transmission. Le rôle du gouvernement, c'est exporter davantage aux États-Unis. Le rôle du gouvernement, ça doit d'abord être de faire la transition écologique, M. Létard. Et donc, se servir des surplus d'Hydro-Québec en disant on va les exporter vers l'extérieur, ce n'est pas faire la transition vers ce qu'on aura besoin au marché intérieur d'électricité pour pouvoir avoir des véhicules qui fonctionnent. Le climat est mondial. Bien sûr, que le climat est mondial, mais il faut prendre des décisions. Quand on réduit la production d'électricité au charbon, c'est l'ensemble de la planète. Je vous rappelle qu'il y a des usines qui fonctionnent au charbon ici. Je vous rappelle qu'il y a des usines qui fonctionnent au mazout. Il va falloir amener ces gens-là vers d'autres modes de production d'énergie. C'est pour ça qu'on a proposé quelque chose sur la biomasse, sur le biocarburant au Québec, chose qu'on ne voit pas dans votre cadre financier. D'ailleurs, votre cadre financier, sur l'environnement, il n'y a rien, M. Chassin. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? En fait, réponse à ça, on conclut le bloc. Mais alors, c'est intéressant parce que sur l'environnement, au contraire, on a des propositions, notamment sur l'eau, qui est aussi une richesse. Moi, je pense dans les Laurentides, où on a... Alors, est-ce que tout est dans le cadre financier? Non. Vous ne mettez pas d'argent. Pour l'environnement, c'est fini, M. Chassin. Écoutez-moi, s'il vous plaît, il n'y a pas que le cadre financier. Donc, il y a aussi une préoccupation sur l'eau et l'eau douce particulièrement. Je pense à la Rivière-du-Nord, je pense à nos lacs. On va demander des redevances sur l'eau, M. Et là-dessus, il faut protéger cette ressource exceptionnelle. Merci. C'est le temps qu'on avait donc pour ce bloc. On passe au thème suivant, l'immigration, réussir l'intégration des néo-Québécois. Le bassin de Québécois entrant sur le marché du travail ne suffira pas à combler les besoins de main-d'œuvre des entreprises et des organisations du Québec. Entre 2015 et 2024, 1,4 million de postes seront à pourvoir, dont 80 % pour remplacer des gens qui partent à la retraite. L'immigration contribue donc à amortir le choc démographique. Dans la dernière décennie, plus de la moitié des emplois nets créés dans l'économie du Québec ont été pourvus par des personnes nées à l'étranger. Ma question s'adresse à Simon Tremblay-Pepin de Québec solidaire. Quelles solutions proposez-vous pour que l'intégration des nouveaux arrivants soit un succès? L'intégration se fait d'abord et avant tout par l'emploi, M. Dumont. C'est par ça qu'il faut penser. Pour nous, il est évident qu'en ce moment, les libéraux, qui n'ont absolument rien à gagner à offrir quelque chose aux personnes immigrantes parce qu'ils les considèrent comme des votes acquis, eh bien, les ont laissés tomber. Et le Québec est en train de les laisser tomber sur l'emploi. Les taux de chômage sont plus hauts chez les personnes immigrantes que chez les personnes natives d'ici. Mais même dans le gouvernement, quand le gouvernement fait des nominations, il ne choisit pas des personnes immigrantes, seulement 3 % de ces nominations le font. Et quand il est question d'emploi dans la fonction publique, c'est 1 à 4 % dans le secteur de l'éducation, par exemple. Nous avons une proposition très claire. Nous allons imposer des quotas au secteur public. Donc, pas seulement des promesses en l'air. Des quotas où on va dire 25 % des personnes qui sont embauchées doivent venir des minorités visibles pour qu'on atteigne le 13 % qui est l'objectif de tout le monde depuis des années, mais qu'on n'atteint pas au Québec. Il faut revenir à des objectifs très clairs et très fermes. Nous sommes d'accord avec le début de votre intervention. En effet, l'intégration passe par l'emploi. Là, je pense que nous sommes tous d'accord à cet égard-là. Et donc, il faut qu'on soit capable de faire un peu mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais en même temps, depuis 2014, quand on regarde justement les taux de chômage des personnes immigrantes, on voit qu'il y a une convergence. On voit que maintenant, parce que la création d'emplois a été très rapide au Québec depuis le milieu de 2015, on voit que les taux de chômage des immigrants récemment arrivés, surtout ceux qui sont ici entre 5 et 10 ans, est maintenant à peu près le même
le taux de chômage des personnes nées au Canada. Donc l'intégration se fait, la création d'emplois se fait. Est-ce que nous pouvons faire mieux? Nous pouvons toujours faire mieux. Mais je vais juste rappeler une chose, que l'intégration est un processus. C'est un processus qui prend un certain temps. Alors, je pense que c'est illusoire de penser qu'on peut décréter que l'intégration doit se faire en 3 ans ou alors vous débarquez. Ça ne marche pas comme ça. C'est un processus qui peut prendre 3 ans, comme il peut prendre 10 ans, comme il peut prendre 15 ans. C'est un processus. Votre diagnostic, le diagnostic, je suis désolé, mais... À mon avis, il est possible... Monsieur Marceau, s'il vous plaît, je reviens à vous après. OK, excusez-moi. Écoutez, les 15 dernières années n'ont pas été un succès au plan de l'intégration des immigrants. Je suis désolé, M. Létao. J'aimerais que ce soit le cas, mais ça n'est pas le cas, pour plusieurs raisons. Mais la première chose, en francisation, ça a été un échec. On sait que 90 des gens qui tentent d'apprendre le français n'y parviennent pas. Ils échouent. En plus de ça, il y a beaucoup des immigrants qui arrivent ici qui, par la suite, s'en vont. Les taux de chômage sont quand même significativement plus élevés. Pour ceux qui sont ici depuis moins de 5 ans, c'est 15,8 C'est quasiment 3 fois le taux de chômage des autres Québécois. Alors, écoutez, il y a un problème, puis à la base, l'enjeu, c'est la connaissance du français. La connaissance du français, c'est la clé pour l'intégration. Évidemment, c'est la clé pour s'intégrer par la suite en emploi, mais à la base, pour s'intégrer dans une société, il faut parler la langue d'usage, la langue commune. Encore faut-il que les employeurs demandent le français. Encore faut-il, vous avez entièrement raison, encore faut-il qu'ils demandent ça. Il faut modifier la loi 101 pour pouvoir... C'est le français qui est la clé. Non, là, si vous permettez, je pense, M. Létao, qu'on peut faire en fait beaucoup mieux. On peut avoir une ambition de mieux faire en immigration. Rappelons aussi le rapport du vérificateur général de l'an dernier qui dénonçait les difficultés au ministère de l'Immigration. Alors, ce n'est pas la Coalition Avenir Québec qui l'invente. Et par ailleurs, oui, on a une certaine ambition. Et d'ailleurs, on l'a résumé de façon très simple. Pour l'immigration, on en prend moins, on en prend soin. Pourquoi? Parce qu'on maintient les budgets, ce qui nous permet de faire 3 choses. D'abord, d'insister sur la connaissance du français. On est tout à fait d'accord. Et par ailleurs, de mieux les intégrer en emploi, notamment en reconnaissant les compétences de nos immigrants, un sujet sur lequel vous avez beaucoup parlé, mais vous avez très peu agi. Et enfin, on peut utiliser la régionalisation de l'immigration de façon beaucoup plus efficace. Rappelons qu'il y a 50 de la population québécoise dans la région de Montréal, mais c'est 75 de l'immigration. Oui, il y a là encore un problème. Je me permettre de corriger M. Chassin. M. Legault a dit à de nombreuses reprises que la connaissance du français n'était pas importante et que la seule chose qui comptait, c'était les qualifications autres, c'est-à-dire la formation, les diplômes et autres. Moi, je pense que c'est une grave erreur. Et au contraire, nous, on demande, on propose aux Québécois que pour les immigrants, il y ait la connaissance avant d'arriver au Québec. Donc, compliqué ça, avant d'arriver au Québec, il faut connaître le français. Il faut savoir, M. Chassin, que 17 pays en Europe ont la même exigence. Là-dedans, il y a l'Allemagne et le Royaume-Uni, c'est des langues qui sont fréquemment parlées, mais il y a aussi les Pays-Bas, il y a aussi le Danemark. Il y a 275 millions de francophones à travers le monde qui sont capables d'immigrer ici si on le désire. Vous permettez d'apprendre le français avec quel argent, M. Chassin? Vous n'avez pas un sou dans votre cadre financier? Bien sûr, M. Tremblay-Papin. Voyons donc, là, il faut vraiment lire notre cadre financier une deuxième fois, parce que pourquoi on réduit le nombre d'immigrants? C'est que ça permet d'augmenter de 25 la dépense par immigrant. Donc, effectivement, il y a davantage d'argent pour apprendre le français, pour intégrer en emploi. Les taux d'échec sont de 90 M. Létao est interpellé. 90 de taux d'échec pour ceux qui ne sont pas 90 en Allemagne. Il y a voyons. possibilité de faire mieux et on a cette ambition. D'abord, beaucoup de choses ont été dites, mais d'abord, la première chose, aujourd'hui, au moment où on se parle, 94 des personnes qui résident, qui habitent au Québec, parlent français, sont capables de maintenir une conversation en français. Donc, de dire que l'immigration, c'est un échec, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les gens qui soient ici depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 30 ans, les gens sont capables de tenir une conversation en français à 94 Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je ne vois pas comment on va régler la question de l'intégration ou la question des pénuries de main-d'œuvre dont on parlera après, en réduisant le seuil d'immigration. Ça ne marche pas. Et si vous réduisez le seuil d'immigration,
vous allez avoir aussi moins de transferts fédéraux pour financer les services de Encore faudrait-il bien francisation. les utiliser, les transferts fédéraux, parce que quand vous en recevez, vous les distribuez à d'autres ministères. Le Midi prend Mais pas oui, tous ces transferts. bien en ce sûr, moment. l'éducation, À cause de vous. au ministère de l'Éducation, mais bien sûr, Emploi Québec, ministère Monsieur de l'Emploi et Solidarité sociale, mais bien sûr, ils ont des servez programmes pas. d'intégration. Nous avons des divergences, vous et moi, M. Létao, sur la connaissance du français. Nous, on veut exiger la connaissance du français avant l'arrivée. Mais en plus de ça, nous, on a déposé à l'Assemblée nationale, devant les Québécois, 20 mesures qui permettraient de mieux intégrer les immigrants. Je vous donne des exemples. L'utilisation de CV anonymes, et ça a été démontré, là, ça permet d'augmenter le taux d'entrevues obtenues par les candidats issus de l'immigration. On veut aussi que ce soit interdit pour les entreprises d'exiger une expérience canadienne. Hein? Les entreprises peuvent exiger de l'expérience, mais elle peut avoir été acquise à l'étranger. On vous a proposé ça et vous avez refusé. Alors, écoutez, vous refusez à l'exigence du français qui est la clé de tout, et vous avez refusé les mesures que nous avons proposées et puis qui auraient pu aider à intégrer les immigrants, alors qu'on le voit très bien dans les chiffres. Évidemment, il y a des histoires personnelles de succès des immigrants qui ont réussi à s'intégrer, c'est vrai. Mais quand on regarde le portrait global, je suis désolé, c'est vraiment pas un succès. Absolument pas. Le portrait global, à mon avis, il est très positif pour le Québec. Maintenant, pour ce qui est de la connaissance du français, vous savez très bien que le gouvernement, l'État du Québec contrôle à peu près ce qu'on appelle l'immigration économique. À peu près 30 000, un chiffre rond, sont sélectionnés par le gouvernement du Québec selon une grille de sélection. Et cette grille de sélection comprend la connaissance du français. Donc, les personnes qui connaissent un peu moins le français, ou des fois même pas du tout le français, sont des personnes qui arrivent, soit des réfugiés ou des demandeurs d'asile, soit de la réunification familiale. Les immigrants économiques qui sont sélectionnés par l'État du Québec, dans la grille de sélection, la connaissance de la langue est un élément crucial. Si vous vouliez faire quelque chose, M. Létard, pour aider les immigrants à avoir des emplois. Vous nous dites, oui, vous acquiescez au fait qu'ils ont un taux de chômage plus élevé. Comment se fait-il que du côté du secteur public, vous n'ayez pas pris de mesures claires pour l'embauche? Ce qui encouragerait peut-être un peu le secteur privé, qui, on l'apprenait récemment, a tendance à préférer les gens avec moins d'expertise et moins de qualification plutôt que les immigrants. Alors pourquoi vous ne donnez pas l'exemple comme parti? On donne l'exemple, et je vais, par exemple... 1% dans le secteur de l'éducation en dehors de Montréal, c'est ça l'exemple? Je vous donne un exemple. C'est ça la représentation dans le secteur public? Non. Par exemple, un organisme comme Revenu Québec, qui était sous ma juridiction, Revenu Québec, qui emploie à peu près 11 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui travaillent pour Revenu Québec. Dans leur bureau à Montréal, il y a à peu près 20% des employés de Revenu Québec viennent de la diversité. Il y a 50 000 personnes dans la fonction publique, il y en a 500 000 dans le secteur public, et c'est sur les 500 000 qu'il faut agir, et vous ne le faites pas. Justement, Revenu Québec est un modèle qui a commencé à être déployé dans les autres administrations publiques, les autres organismes, les autres ministères, et avec le modèle très performant et très efficace de Revenu Québec, le reste du secteur public va arriver à s'il vous plaît, je vous amène sous un sous-thème de l'éducation. C'était rapidement mentionné les régions, parce que c'est un questionnement. On parle de pénurie de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre ne frappe pas seulement la grande région de Montréal, elle frappe d'autres régions qui sont à l'heure actuelle à se demander comment est-ce qu'on va faire aussi pour que l'immigration soit mieux répartie. Des solutions là-dessus? Bien, le Parti québécois est responsable de l'élimination des COFI, on s'en souvient. Il faut rétablir, les libéraux ne l'ont pas rétabli, il faut rétablir des centres d'accueil, des guichets uniques pour les personnes qui viennent de l'immigration pour leur dire comment on peut vous aider à vous trouver un emploi, comment on peut vous aider à vous trouver un emploi dans la région qui convient et comment on peut vous aider à poursuivre, par exemple, un cycle d'études du côté d'une région qui pourrait vous accueillir. Donc, un guichet unique simple. C'est nécessaire, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, d'avoir un endroit où on peut recevoir de l'aide, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce que les péquistes l'ont coupé, les libéraux ont maintenu cette coupure. Mais par ailleurs, il y a quand même un certain nombre d'organismes communautaires qui font un travail absolument formidable dans ce domaine-là. Vous ne les financez pas plus, d'ailleurs, dans votre cadre. Excusez-moi. D'ailleurs, il y a dans ma circonscription le coffret qui fait un travail génial dans l'accueil de réfugiés. Donc, on a des moyens de soutenir davantage les régions à travers ces organismes-là et aussi à travers la possibilité de donner aux régions les moyens de mettre en place des mesures d'attractivité. Et quant au Québec, on peut accélérer le processus, par exemple, des travailleurs qualifiés qui ont déjà des emplois en région
Et ça, c'est tout à fait possible de le mettre en place très rapidement. Mais en révisant les seuils d'immigration, vous n'aurez pas régler le problème. C'est exactement ça, pour mieux intégrer. Et là, M. Létard a évoqué la grille de sélection, et je vais en parler 2 secondes. Je vous l'ai répété, nous, la condition de base obligatoire, c'est de parler le français. Maintenant, la moitié des jobs à combler au Québec sont en région. Et pour parvenir à les combler, ce que nous proposons, c'est de toucher à la grille de sélection et d'accorder plus de points aux immigrants qui veulent aller s'installer en région. Et avec ça, nous, on a pour objectif que 25 de nos immigrants aillent s'installer en région. Donc, à partir du moment où... Mais c'est ça. Vous voulez baisser le nombre d'immigrants? Vous voulez baisser à 35 000, à 40 000? C'est absolument faux. On n'a jamais dit ça. Vous avez jamais dit entre 28 000 et 40 000. On a dit que les seuils seraient établis de manière neutre par la vérificatrice générale et des experts, de manière, premièrement, à mesurer notre capacité d'accueil et mesurer nos besoins en main-d'œuvre. Et ça le chiffre que vous évoquez n'a rien à voir avec la réalité. Encore une fois, c'est un tiers neutre qui choisira. Il reste un couple de minutes au bloc. On peut en parler des seuils, parce que je pense que vos chefs en ont parlé au cours des derniers jours. On peut l'avoir, le débat du côté économique sur les seuils. Je pense que tout à fait. Pour nous, enfin, pour moi et pour nous, l'immigration, c'est l'économie. Vous avez mentionné tantôt le portrait démographique du Québec. Là où on se trouve aujourd'hui, avec une population vieillissante, c'est clair que l'avenir économique du Québec, la croissance économique future, dépend de notre capacité d'aller chercher des personnes qui viennent de l'étranger. Donc, l'immigration, c'est pas l'économie. Les immigrants, c'est des êtres humains. Des êtres humains, on les reçoit ici pour qu'ils deviennent des citoyens. Absolument. Pas juste qu'ils deviennent des rouages dans une machine économique, comme vous le prétendez en nous disant l'immigration, c'est l'économie. Les immigrants sont bien plus que ça et devraient avoir, justement, on devrait les accueillir avec beaucoup plus de solidarité envers eux et envers elles que vous ne l'avez fait en sous-finançant ce secteur et en les laissant dans des secteurs d'emploi parce que vous ne reconnaissez pas les diplômes qui ne sont pas à la hauteur de leur capacité. Écoutez, il y a quelque chose à revoir à cet égard-là parce que vous savez très bien, et c'est un sujet un peu tabou, vous savez très bien qu'un grand nombre d'immigrants dont les diplômes ou dont les qualifications ne sont pas reconnues et qui ont la difficulté à pénétrer le marché du travail sont des immigrants francophones. Des immigrants qui parlent français, dont la langue maternelle pratiquement est le français, et ils arrivent ici parce qu'ils ont une religion différente, parce qu'ils ont une couleur différente. C'est plus difficile pour eux de trouver de l'emploi. Ça, c'est très réel. Exactement. Il faudrait donc montrer l'exemple dans le secteur public, ce que vous ne faites pas. On dirait, M. Létard, que vous ne reconnaissez pas qu'il y a à l'heure actuelle des problèmes d'intégration au Québec et que depuis 15 ans, vous avez augmenté il y en a toujours eu des problèmes. Sans avoir de solutions concrètes. Et là, c'est votre gouvernement qui a signé un décret ministériel en mars dernier pour geler à toute fin pratique toutes les demandes reçues jusqu'au mois d'août, donc pendant 5 mois, d'immigrants investisseurs, 0 demande reçue, d'immigrants entrepreneurs, 0 demande reçue. Vous parlez de main-d'œuvre, vous nous dites on ne comprend pas comment on peut régler la main-d'œuvre, les problèmes de main-d'œuvre en réduisant les seuils. Moi, je vous dis, je ne comprends pas votre approche de ne pas réduire ou à tout le moins de ne pas reconnaître qu'il y a un problème d'intégration. 15 secondes au bloc. Je vous les laisse répondre. Ça devait être revu dans ce programme qui était complètement dysfonctionnel. Il fallait le revoir. Justement, mais après 15 ans, est-ce que ce n'est pas votre héritage? Merci. Absolument pas. Oui, je vous laisse 10 secondes. Bien, simplement dire que les seuils doivent être établis en fonction de notre capacité d'accueil et de nos besoins en main-d'œuvre, tous les deux. Et ce n'est pas les 40 000 ou 50 000 arbitraires sortis d'un chapeau ou d'un conseiller en marketing qui m'ont convaincu. Il faut faire ça de façon sérieuse. Ça n'a pas été fait sérieusement. Mais ce n'est pas le vérificateur général qui peut décider ça. Merci. Prochain sujet, la main-d'œuvre. Évidemment, il y a une interrelation entre les deux sujets. Nous venons de parler de cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Par exemple, plus de 100 000 emplois présentement sont inoccupés. Des secteurs comme le transport, l'entreposage, la restauration et la construction sont durement touchés. Nos systèmes de formation, d'éducation doivent préparer nos jeunes à entrer sur ce marché du travail. Malheureusement, le Québec continue d'occuper la dernière position au Canada pour la diplomation de ses élèves du secondaire à l'intérieur des temps requis. Cette question-ci s'adresse à Nicolas Marceau du Parti québécois. Qu'allez-vous faire pour améliorer le taux de diplomation et vous assurer que toutes les forces du Québec soient mises à contribution pour l'économie? Regardez, c'est clair que tout cela passe par plus de ressources dans notre système d'éducation qui a été mis à mal ces dernières années. Donc, plus de ressources et nous, on propose une loi bouclier qui va protéger le budget de l'éducation. Plus spécifiquement sur le décrochage,
Évidemment, il y a beaucoup à faire. On ne peut pas perdre des jeunes qui n'obtiennent pas de formation, qui n'obtiennent pas de diplôme. Insistance sur la lecture très tôt dans la vie. Détection des problèmes d'apprentissage chez les jeunes enfants, en particulier dans les CPE. Nous, on propose de compléter notre réseau de CPE. Ces CPE qui sont bien équipés pour détecter. Et donc, il faut avoir un réseau plus largement complété. Puis, il faut aussi avoir un accès plus grand pour les enfants, pour les familles. Moi, j'aimerais aussi ajouter que les travailleurs expérimentés, c'est aussi un enjeu important pour relever le défi de la main-d'œuvre. Ils ont beaucoup à transmettre aux travailleurs plus jeunes et dans une entreprise, cette expérience a une grande valeur souvent. J'ajouterais que nous, on propose de donner un congé de cotisation aux travailleurs expérimentés de plus de 65 ans à la Régie des rentes du Québec, ce qui leur permettra d'augmenter leur salaire net de 5 %. Écoutez, nous ne sommes pas très loin les uns des autres, peut-être à l'exception de la loi bouclier. Ça, je ne pense pas que ce soit très pratique. Ça va protéger les gens contre vos actions, M. Non, non, c'est parce que vous vous engagez dans des choses où vous perdez tout à fait le contrôle des budgets publics. Mais c'est clair que, pour revenir à votre question des pénuries de main-d'œuvre, et donc comment on va faire pour remplir les emplois qui vont se libérer dans les années à venir, à peu près la moitié, ça va venir de nos jeunes, va venir des personnes, donc des Québécois de jeunes. Et donc, nous allons faire un meilleur travail de les former, de les éduquer pour qu'ils puissent remplir ces emplois-là. L'autre moitié, c'est toute une série de mesures, que ce soit en immigration, que ce soit aussi pour les travailleurs d'expérience. Mais n'oublions pas que la moitié des futurs travailleurs qui vont remplir les postes qui vont être disponibles sont nos jeunes qui sont déjà ici. Comment est-ce que vous dites peut être crédible en matière d'éducation quand, depuis 10 ans, notre taux de diplomation stagne à 64 20 points derrière l'Ontario? C'est malheureux. C'est l'Institut du Québec qui le dit, dirigé par Raymond Bachand, l'ancien ministre des Finances libérales. Il y a là un véritable problème et il y a des mesures concrètes qu'on peut mettre en place. Et là, je pense notamment à 1 heure de plus par jour au secondaire pour rétablir l'aide aux devoirs que vous avez coupée, pour avoir des activités culturelles et sportives. Et on peut effectivement mettre en place des maternelles 4 ans, ce qui permet de détecter tôt les problèmes d'apprentissage et d'intervenir tôt. On voit là, des parents, et moi j'en ai entendu, qui sont venus me voir pour me dire on n'a pas accès à des spécialistes et on doit aller au privé. Alors ça, c'est drôlement malheureux. Il faut intervenir tôt et c'est ce que le docteur Lionel Carman, qui est notre candidat, propose de faire. Parlons des maternelles 4 ans, M. Chassin. Je sais que vous, personnellement, vous avez une aversion pour les CPE. Vous l'avez publié à de multiples reprises. C'est vrai? C'est faux. Vous n'avez jamais publié sur les CPE? Je n'ai pas une aversion pour les CPE du tout. Puis OK. Pourquoi c'est un bon modèle, les CPE, selon vous? Il faut absolument répéter une chose. Les parents doivent avoir un certain choix, et ça, c'est effectivement une cause qu'on va défendre à la Coalition Avenir Québec. Oui. Mais les CPE sont un très bon modèle. Ils donnent des D'ailleurs, tout récemment, il y avait une étude qui nous disait, une étude signée par une professeure de l'UQAM qui nous disait que les CPE étaient une meilleure option que les garderies, que les maternelles de 4 ans que vous défendez. Donc, laissons cette possibilité des CPE et on va les défendre. Mais par ailleurs, les maternelles de 4 ans, c'est autre chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On donne, dans le cadre scolaire, la possibilité d'avoir accès à davantage de ressources, notamment pour détecter les troubles d'apprentissage. Et je le redis, là, pour intervenir tôt, c'est à ce moment-là qu'on détermine l'ensemble du parcours d'apprentissage des élèves. Et quant à nous, c'est vraiment une solution de long terme. Il y a M. Létard qui lève le doigt depuis quelques instants. Mais votre plan de maternelle 4 ans ne fonctionne pas. Parce que vous savez très bien, pour mettre ça à la grandeur du Québec, il faut construire plus de classes d'école, il faut engager des ressources. Nous avons déjà un réseau de garderies et de CPE où les enfants de 4 ans sont déjà bien encadrés. Donc nous, ce que nous proposons, c'est de faire les deux. Graduellement, lentement, oui, on va augmenter le nombre à la mesure qu'on peut le faire, le nombre de maternelles 4 ans, surtout en milieu défavorisé. Mais on ne va pas abandonner les CPE et les garderies privées. Parce qu'il va être gratuit. Pour les enfants de 4 ans, ça va être gratuit. Vous n'avez pas besoin d'abandonner les CPE, M. Létard. Vous l'avez déjà fait. Vous avez dit on va ouvrir plus de garderies commerciales et c'est ce que vous avez fait. Vous avez remplacé les CPE progressivement par des grandes... Au-delà des paroles, M. Létard, dans les gestes, dans les faits, vous avez négligé les CPE, vous avez privilégié le modèle des garderies commerciales. D'ailleurs, modèle des garderies commerciales qui est privilégié aussi par la CAQ. Madame, votre candidate dans le Weber n'a eu cesse de dire
qu'elle préférait, que c'était un beau modèle d'affaires. Nous, quand on parle d'enfants, on parle de soins. On parle de qualité de service. De votre côté, on parle de beaux modèles d'affaires. Parce que c'est bien, c'était une excellente idée pour le Parti québécois, mais malheureusement, on limite le nombre de places. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est sur des listes d'attente, puis on espère gagner à la loterie. dans les médias à dire que ça n'avait pas provoqué de changement dans l'emploi des femmes, alors que tout le monde le constate. Monsieur Chassin, vous l'avez écrit quand même. Et les études sont nombreuses qui démontrent que la qualité dans les CPE est supérieure à celle qu'on retrouve dans les garderies commerciales. Ça ne veut pas dire que toutes les garderies commerciales sont mauvaises. Mais ça veut dire qu'en moyenne, c'est mieux d'envoyer un enfant dans un CPE que d'envoyer dans une garderie commerciale. Et moi, devant ce constat-là, je trouve que la chose normale, la chose saine dans une population, c'est d'envoyer les enfants dans les CPE. Vous le faites un débat plus large sur les places en CPE. Vraiment un débat plus large sur l'éducation. On veut une éducation de qualité. Je pense qu'on ne chicanera pas longtemps là-dessus. Qu'est-ce qu'on a besoin à l'école? Est-ce que c'est juste une affaire d'argent? Est-ce qu'on a seulement besoin de plus de ressources? À combien vous évaluez les ressources supplémentaires dont les écoles ont besoin? Ou est-ce que c'est plus qu'une question d'argent? Est-ce qu'il y a autre chose qui doit être faite, M. Létard? Je commençais par dire que c'est une question d'argent, oui, mais je pense que dans tous nos cadres financiers, les budgets sont adéquats pour l'éducation. Ce qu'il faut surtout, c'est de nous assurer que tous les enfants, tous les élèves, puissent avoir accès à des services d'éducation corrects. Et parce que ce que nous avons depuis un certain nombre d'années, nous avons deux choses. D'abord, une augmentation des enfants en difficulté d'apprentissage. Donc, il faut que notre système soit capable de s'adapter à accommoder ces enfants-là aussi. Et puis, en région un peu plus éloignée, nous avons aussi une problématique d'écoles donc trop petites, où traditionnellement, la bureaucratie faisait en sorte que, on ferme l'école et on concentre tout ça ailleurs, pendant qu'il faut qu'on soit capable de garder des petites cohortes dans les petites villes. Vous pensez qu'il y a un problème, qu'il n'y a pas de problème avec le budget de l'éducation. Vous oubliez qu'il y a quand même un déficit d'entretien de 3,3 milliards de dollars dans nos écoles, qu'il y en a la moitié qui sont en mauvais ou en très mauvais état. Et ça, c'est un problème immédiat. Donc, on va y revenir à la limite pour les On va y aller dans l'infrastructure. Je vais réagir à M. Tremblay-Papin. Parlez-nous des immobilisations dans votre cadre financier pour régler ce problème. Il n'y a aucune colonne d'immobilisation dans votre cadre financier, M. Chassin. C'est surprenant. Mais on a un programme d'immobilisation de 110 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, il y a effectivement de la place pour prioriser. Donc qu'est-ce que vous On vient de l'apprendre, on n'a pas vu ça. Et belle. Et quel est l'impact de ça sur les services de la dette? On ne l'a pas vu, là. Bon. Est-ce que vous connaissez, M. Létao, que le Programme québécois des infrastructures, qui devait s'élever à 100 milliards parce que vous avez dit on ne peut pas vraiment aller plus loin. Finalement, s'élève à 110 milliards parce que Philippe Couillard a décidé que ça allait augmenter. Parce que nous avons la capacité de le faire maintenant, parce que l'économie va bien, parce qu'on a les moyens de le faire. Donc, voyons ce qu'on peut utiliser dans ce 110 milliards-là sur 10 ans pour avoir des écoles saines. On a une priorité. Donnez-moi à la fois, s'il vous plaît. M. Marceau qui a peu parlé. Très simplement, effectivement, il y a un problème d'écoles à rénover au Québec. C'est urgent. C'est la première des priorités de s'assurer que nos enfants ont de belles écoles. Première, évidemment, des professeurs, des ressources en quantité suffisante, entre autres pour les enfants qui ont plus de difficultés. Ça, c'est la base de tout, il me semble. Sur l'État où là-dessus, d'ailleurs, vous n'avez pas... C'est 15 ans, hein, le bulletin que vous avez, là, c'est que la moitié des écoles du Québec sont en mauvais état. Ça, c'est le bulletin de 15 ans de régime libéral. Maintenant, M. Chassin, vous avez un cadre financier, et moi, je n'arrive pas à savoir combien vous allez mettre pour rénover les écoles. On veut tous le savoir, les Québécois veulent le savoir, et on ne le sait pas. Nous, notre cadre financier, on va le présenter incessamment, et vous allez avoir le chiffre. Vous allez avoir le chiffre, et je pense que les autres vont le mettre aussi, j'imagine, mais vous, on ne l'a pas. Pouvez-vous nous le dire? On l'attend impatiemment, mais effectivement, nous, on va utiliser le Programme québécois d'infrastructure pour investir dans les écoles. Mais combien? Combien? Dites-le nous, les écoles du Québec. Monsieur Létard et moi, on est d'accord sur cette chose-là. On va mettre 400 millions par année dans le budget, dans le PQI pour cette question. Nous sommes d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Bon, M. Marceau, on le verra. Il ne veut pas nous le dire tout de suite. Il garde. Non, mais vous allez avoir ce beau chiffre aussi. C'est bien correct de voir ça. Mais vous, M. Chassin, c'est combien? Mais pour ce qui est des écoles, non seulement il faut penser aux écoles, mais justement, il faut penser aux maternelles 4 ans. Et donc, progressivement, on doit rattraper le retard et augmenter la construction des édifices et des places. Moi, je vous dis deux choses. On va embaucher 2300 professionnels et on va embaucher 2100 professeurs. Ça va coûter 340 millions à l'État québécois. Et c'est clair, c'est simple. Vous savez à quoi vous en tenez. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais au moins, nous, on vous le dit.
Donc, on peut vous dire, là, 800 professionnels de plus dans nos écoles, notamment pour répondre aux besoins des élèves qui ont des difficultés, qui malheureusement ont de moins en moins de services. Vos tours d'horizon des finances des écoles. Ça a été mentionné tout à l'heure par au moins deux personnes. Les travailleurs, vous les appelez expérimentés, les travailleurs plus âgés, vont avoir besoin. Déjà, on en voit, là, si on va dans des restaurants de restauration rapide, des grands commerces, des gens qui reviennent faire quelques heures par semaine, gagner des sous, participer au marché du travail. Comment on peut faire plus? Comment on peut encourager ces gens-là à revenir, à participer au marché du travail? Il y a Augmenter plusieurs le salaire mesures. minimum. C'est la bonne façon de Je faire. ne pense pas que ce soit ça. Parce que c'est non. là qu'ils vont et ils ont besoin d'être convaincus que la job qu'ils vont faire, ils vont être payés pour la faire. Non, pas le salaire minimum. Écoutez, nous avons au Québec, je pense que nous sommes d'accord là-dessus, le taux de participation au marché du travail des personnes de 60 ans et plus est nettement inférieur au taux de participation chez les provinces voisines, que ce soit l'Ontario ou ailleurs. Un salaire minimum plus élevé. Donc, les Québécois ont tendance à prendre la retraite un peu plus tôt qu'ailleurs. Alors, nous, à travers des incitatifs de nature fiscale, je pense que nous sommes capables de donner assez de signaux pour que ces personnes-là puissent soit revenir sur le marché du travail, ou alors rester un peu plus longtemps sur le marché du travail. Donc, des signaux d'incitatifs, que ce soit des crédits d'impôt, que ce soit des congés de contribution, oui, à la RRQ, que ce soit de repousser à plus tard l'âge à laquelle on peut commencer à retirer de l'argent de la régie des rentes. Si on le repousse à 70, ce qui est le cas maintenant, si on peut aller à 75 ans, ça va donner une bonne incitatif aux personnes de rester un peu plus longtemps sur le marché du travail pour aller chercher. Ça, c'est pas un incitatif, M. Létard, ça, c'est les forcer à rester en emploi parce qu'ils ne peuvent pas retirer leur retraite. C'est ça que on ne force personne à faire quoi que ce soit. On donne la possibilité, ceux qui veulent, ceux qui le souhaitent, peuvent reporter un peu plus tard le début de la RRQ. Et s'ils font ça, quand ils vont commencer à recevoir les prestations de retraite, elles vont être plus élevées. Donc, c'est un moyen, d'ailleurs, de lutter contre le risque de longévité qui a été soulevé par plusieurs experts. Moi, simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, plusieurs mesures fiscales, effectivement, mais ce que nous proposons très clairement, de nouveau, à cette élection, c'est que ceux qui ont 65 ans et plus et qui continuent de participer au marché du travail peuvent prendre un congé de cotisation au régime des rentes du Québec. Ce qui, pour la plupart des travailleurs qui arrivent à 65 ans, absolument, ils ont réussi à se constituer de l'épargne. Ils ont déjà de l'épargne accumulée à la régie des rentes. Et donc, ils peuvent, à ce moment-là, s'ils le désirent, et c'est volontaire, j'aimerais que ce soit clair, arrêter de cotiser, ce qui augmente de 5,4 leur revenu net. Et je pense que c'est quelque chose qui est attrayant. Évidemment, ça, c'est une mesure, il en faudra d'autres, pour arriver à maintenir une plus grande proportion de nos travailleurs expérimentés, qui sont précieux pour les entreprises, puis de les garder auprès des jeunes travailleurs. Nous pouvons arriver à des résultats semblables en améliorant les crédits d'impôt en raison de l'âge. On peut arriver à des résultats qui sont semblables. Mais oui, les incitatifs pour redémarrer sur le marché du travail sont importants. Les travailleurs et les travailleuses, c'est pas que de la main-d'œuvre, c'est des gens qui ont besoin de meilleures conditions de travail. On est dans une période de croissance du produit intérieur brut. Il faut absolument augmenter la distribution de cette richesse qu'on est en train de faire. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter le salaire minimum, augmenter les conditions de travail, c'est-à-dire les vacances. Vous avez eu la chance de pouvoir modifier les normes du travail et vous vous êtes arrêté en milieu de chemin au lieu de donner 1 mois de vacances par année, ce qui serait logique, ce que l'Europe au complet a. Au lieu de faire ça, eh bien, vous vous êtes arrêté, vous avez donné des maigres. Il reste un petit bout au bloc. Ça fait 2 fois que M. Tremblay-Papin soulève le salaire minimum. Les gens ont des choses à dire là-dessus? Écoutez, nous sommes d'accord que le salaire minimum doit être ajusté, mais il doit être à l'intérieur de la capacité des entreprises de le payer. Ce que beaucoup d'analyses économiques le démontrent, c'est que le salaire minimum ne doit pas dépasser 50% du salaire moyen au Québec. Toutes sortes d'analyses économiques. C'est vrai qu'on vit une catastrophe particulièrement dure en Ontario en ce moment. On verra bien. On verra bien. Faites bien attention à ce que vous souhaitez, parce que ça peut vous arriver. On verra bien. Permettez-moi d'ajouter un élément qui n'a pas été abordé du tout. C'est la question de la formation technique et professionnelle. Pour beaucoup de nos jeunes, le parcours de la formation générale n'est pas aussi intéressant. Et un enjeu, moi, il me semble, en tout cas, c'est la proximité, surtout, moi, dans mon comté, dans Rousseau, la distance qu'il y a entre les centres de formation professionnelle et le lieu où habitent les enfants est un vrai problème. Et moi, je trouve que ça ouvre vers le fait d'augmenter le nombre de centres, parce que présentement, pour certains enfants, c'est une vraie barrière.
Et puis, évidemment, ça pose la question, je sais qu'on va l'aborder bientôt, c'est la question du transport. Et le transport est une grande difficulté, surtout quand on sort de la région métropolitaine ou de la région de Québec. Ça devient un vrai enjeu. Voilà, merci. Ça conclut notre thème de la main-d'œuvre. Allons maintenant vers le quatrième et dernier thème de cette soirée, nos infrastructures. On peut le dire d'une certaine façon, là, vous êtes ici au cœur de Montréal. Montréal est un espèce de grand chantier du point de vue de ses propres citoyens. Les 2/3 des Québécois croient que l'état des infrastructures présente des risques importants pour l'économie. Des travaux nombreux sont devenus nécessaires, voire urgents. Ils sont en cours dans la métropole. Des grands chantiers incontournables, Turcot, Pont-Tunnel, La Fontaine, éventuellement la métropolitaine. La congestion routière a un impact majeur sur notre économie. D'ailleurs, un rapport cette semaine de la CMM parle de plus de 4 milliards de pertes liées à la congestion. Donc, le renforcement du transport collectif, des infrastructures routières s'avère incontournable. Cette question-ci s'adresse à M. Létard du Parti libéral. Comment s'assurer que les Québécois disposent d'infrastructures modernes, durables et efficaces à long terme? Merci, M. Dumont. Il faut qu'on continue notre programme québécois d'infrastructure. Présentement, il est à 100 milliards de dollars sur 10 ans. Pendant notre premier mandat, nous avons relevé ce programme de 12 milliards de dollars pour le ramener à 100 milliards sur 10 ans. Maintenant, dans un deuxième mandat, nous nous engageons à ajouter un 10 milliards additionnel pour le ramener à 110 milliards sur 10 ans. Les plus grandes composantes du programme québécois d'infrastructure, c'est bien sûr le transport, les routes, le transport collectif, la santé, hôpitaux, etc., et les écoles. Donc l'éducation. Ces 4 éléments sont les plus importants. Mais une chose qu'on s'est doté au Québec d'une mesure, d'une approche très structurée pour adresser ces besoins criants d'infrastructures à travers un programme où on va prioriser la vétusté des actifs pour être capable de bien les mettre au niveau. Donc, il faut continuer le programme d'investissement en infrastructure, 110 milliards de dollars sur 10 ans, en priorisant l'éducation et la santé et les transports. M. Létard, à parler d'infrastructure sans parler de changement climatique, c'est formidable. Vous vivez réellement sur une autre planète. Le transport collectif, c'est quoi? Le transport collectif, c'est 9 milliards dans votre plan et 20 milliards pour les routes et pour les autoroutes. C'est ça votre logique de la lutte contre les changements climatiques. C'est 1 pièce pour les chars, 50 cents pour l'autobus. Si on n'a pas de route et autoroute qui soit efficace, on va se trouver en congestion, ce qui n'est pas bon pour la planète. Donc, il faut avoir un réseau d'autoroutes qui soit efficace pour que les voitures puissent passer, parce que sinon, on va être tous dans la congestion. Plus d'autoroutes, ça amène plus de congestion. Toutes les études le disent. Moderniser les autoroutes actuelles. De notre côté, on va construire de nouvelles. Vous en avez plusieurs dans le PQI que vous voulez construire. Et nous, ce que nous vous proposons, ce que nous proposons aux Québécois, c'est des investissements majeurs en transport en commun, chose que vous n'êtes absolument pas capable de faire parce que votre vision est simplement de dire le transport en commun, c'est de seconde zone. Or, les changements climatiques, c'est le problème de notre génération. Et vous, pendant tout ce discours sur l'économie, pendant tout ce débat, vous n'en pipez aucun mot. C'est ça votre vision de l'économie. Non, absolument pas. Écoutez, je ne vais pas revenir sur les écoles longtemps, mais simplement dire que la priorité des priorités pour nous, au Parti québécois, c'est que nos enfants soient dans des belles écoles, des écoles saines, que leur santé ne soit pas en danger. Première étape. Pour le reste, pour le transport collectif, je suis plutôt d'avis, comme M. Tremblay-Pépin, que le transport collectif a été négligé et qu'il est temps de faire de grands investissements de ce côté-là. Nous, on propose, entre autres, d'augmenter la proportion du PQI qui est dévolue au transport collectif, de 34 à 40 Nous autres, on est sur la planète Terre, M. Tremblay-Pépin. On voudrait bien que ce soit 25. C'est pas 25, je suis désolé. Mais laissez-moi compléter le point que je voulais mettre de l'avant. C'est qu'évidemment, il y a des infrastructures plus modernes, des nouvelles routes, et ainsi de suite. Mais il y a aussi l'utilisation qu'on en fait. Et là-dessus, je pense que la proposition que nous faisons est très va vraiment dans le sens de lutter contre les changements climatiques. Entre autres, favoriser plus l'autopartage, favoriser plus le covoiturage. Et quand on prend ces mesures-là, on réduit le nombre de voitures qui utilisent nos infrastructures. Et ça va dans la bonne direction.
parce que le REM, ça, vous le laissez tomber. On l'a- Puis j'imagine que vous allez payer des pénalités là-dessus qui seront dans votre cadre financier. Vous parlez du REM qui est construit en Inde alors que votre candidat du B était, je pense, à la Caisse de dépôt. C'est ça, Ben, il me le semble. REM, Alors, je vais vous parler drôlement je vais vous en intéressant. parler du REM, il n'y a pas de problème, ça me fait Parce que plaisir. vous l'abandonnez. Soyons Le, clairs. le REM, présentement, est un projet qui coûte cher et qui accomplit peu. Hein, c'est un projet qui réduit très, très marginalement le nombre de voitures sur les routes. Et surtout, c'est un projet qui est concentré essentiellement centre-ville, Brossard et puis l'ouest de l'île. Nous, on propose un projet alternatif, de loin supérieur, puisqu'il retire 133 000 voitures de nos routes et puis qui va être développé pas seulement dans l'ouest de l'île et puis vers Brossard, pour l'ensemble de Ce qui est l'île de dommage. Montréal, pour l'ensemble de la Rive-Sud, pour Laval et pour la Couronne-Nord. Il va y avoir des tramways, Mais des ce qui trains est et dommage, beaucoup c'est que de vous allez mesures payer une supplémentaires. pénalité pour Monsieur la Marceau, même il faut- infrastructure il faut- qui n'existera pas. Pour Et reprendre ce que le vous avez dit, REM, il faut, Non, mais on le habite sur la planète Terre ici. Oui, je sais, mais sur la planète Terre, on peut utiliser des Première méthodes. fois, monsieur Chassain. Vous habitez sur la planète Char, Le monsieur REM peut Létard. être C'est là où utilisé pour effectivement irriguer davantage la région métropolitaine. Et là, je pense par exemple au prolongement du REM le long de la 440 à Laval, de le prolonger jusqu'à Chambly sur la rive sud. Et par ailleurs, effectivement, de le compléter par exemple avec un tramway sur la rive sud le long du boulevard Tachereau qui connecte au REM. Il y a des possibilités formidables. Mais par ailleurs, et c'est ça que je trouve un peu dommage dans ce qu'on a entendu, c'est qu'il y a une espèce d'opposition entre le transport collectif et la voiture. On cherche à punir les automobilistes pour favoriser le transport collectif, alors que ça doit être complémentaire. Et là, pensons par exemple à une famille qui, le matin, doit aller porter un enfant à la garderie, l'autre à l'école. Ensuite, on veut aller prendre le train pour se rendre au bureau. Eh bien, d'accord, mais à ce moment-là, ça prend des stationnements incitatifs. Alors, il y a une façon de réconcilier les automobilistes et le transport collectif, de la même façon qu'en prolongeant les routes, on ajoute, par exemple, une voie réservée. Mais C'est là- drôlement nécessaire Mais sur là la Rive-Nord. encore, M. Chassin, on a un problème. Vous nous dites, on va étendre le REM là, sur la Rive-Sud pour aller chercher des comtés qui vous plaisent fort bien. Mais avec quel argent? On n'a pas encore de plan de montant que vous allez investir. Ça va coûter un peu plus cher quand même, vous allez bien l'admettre, de faire le REM et de l'étendre comme ça. Ça va coûter combien que vous allez chercher cet argent-là? Où? Dans le plan québécois d'infrastructure, il y a Ah des oui? priorisations à faire. Alors, Et qu'est-ce donc, qu'on- à alors, ce qu'est-ce qu'on moment-là, enlève? Qu'est-ce qu'on sauve? Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce enlève qu'on qui est réserve? déjà là? c'est ça, et dans ce cas-là, Les écoles, on les met hôpitaux? certains projets de l'avant, et notamment l'éducation. On revient là-dessus. OK. Mais par exemple, Il n'y a pas le REM. Oui, le REM? c'est drôlement Le intéressant. REM ou les Vous avez écoles? le troisième lien, les autoroutes un petit peu partout, vous avez les maisons des aînés. Vous avez 1 milliard au début, mais ça monte à 20 milliards d'après certaines estimations. Beaucoup d'écoles supplémentaires pour les maternelles de 4 ans. Le prolongement du REM, là, qui vient d'être adopté. Là, regardez, ça fait beaucoup. Ça ne rentre pas dans le 10 milliards Il faut supplémentaires. enlever tout le reste. Ça ne rentre pas. Ça rentre pas. Il faut enlever tout le reste. Alors, écoutez, il va falloir que vous nous expliquiez Si on comment a vous un peu faites ça. d'ambition, puis si on gère bien les appels d'offres et qu'on limite les extras, oui, ça rentre tout à fait. Ah oui? Absolument. Ouais, bien. Je suis content, M. Mais Chassin, en qu'on fait, parle d'ambition. On parce va que ça chercher manque grandement quoi? autour de cette 20, table. 30 Mais milliards? vous avez abordé par la bande, on va y arriver à ça. Je vais voir la position de chacun. M. Tremblay-Papin s'est quand même positionné clairement. Tout le monde est pour le transport en commun. Aucun va nous dire qu'il est contre. Tout le monde en veut plus de différentes façons. Mais est-ce qu'on est seulement pour le transport en commun ou on pense aussi qu'il faut élargir certaines routes, ajouter des voies? On parle de la 30, il y en a même qui parlent de la 20 jusqu'à Québec, qui est congestionnée de plus en plus. D'abord, est-ce qu'on c'est seulement le transport en commun ou c'est le transport en commun et l'ajout de voies pour les automobilistes? C'est le transport en commun, tout à fait. C'est la priorité. C'est le transport en commun dans les grandes villes, région de Montréal, mais aussi à Québec. Mais aussi, et à Gatineau, mais aussi, il faut, comme ça a été dit avant, il faut que les gens soient capables de se rendre aux stations de train ou de métro, etc. Donc, c'est tout le transport collectif qui doit être mieux coordonné. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons créé l'ARTM, l'Agence régionale de transport métropolitain, pour coordonner toutes ces questions-là. Écoutez, il y a 1,3 million de voitures sur les routes de Montréal le matin à l'heure de pointe. 1,3 million. Et ça a Et on augmenté n'en depuis que M. sortira Létard est pas là. si on ne retire pas un certain nombre de ces voitures-là. Et le projet du REM, que vous appuyez, et sans aucune nuance, Un excellent est projet, est d'ailleurs. un projet qui enlève quelques milliers de voitures. Autrement, et puis là, je vous demande, là, pour le citoyen, là, pour la personne qui est prise à Terrebonne sur la 25 le matin à l'heure de pointe, là, qu'est-ce que ça va changer, le REM? Puis celui qui est à Boucherville sur la 20, qu'est-ce que ça va changer, lui, le matin? Rien. Pour Ça celui va qui- pour celui qui rien est à changer, Montagne, absolument rien. pour celui qui est à Et Brossard, ça prend ça un change projet beaucoup. À de Longueuil, ça transport change collectif
qui se déploie sur l'ensemble de la... À la question, M. au PQ, des nouvelles voies ou aucune nouvelle voie? Nous, on Sur veut des les routes voies réservées pour le transport en commun. Oui, effectivement, on est d'accord avec ça. Des nouvelles voies uniquement dans des situations où on a besoin d'améliorer la sécurité ou on désenclave une région. C'est les deux seules situations dans lesquelles on peut construire de notre point de vue. Et c'est pour ça que nous, on propose aussi du transport collectif entre les villes. Ce dont ces messieurs ne parlent pas. Il y a un monopole privé au Québec sur le transport collectif entre les villes. On dit à des gens qui nous offrent l'autobus entre Montréal, Québec, entre Québec et Alma et tout ça, on leur dit occupez-vous du transport collectif entre les villes, on va vous financer, nous autres. Et puis, vous nous offrirez un service, ma foi, extrêmement décevant, qui est de plus en plus rare et qui est de plus en plus cher. Ces messieurs s'en contentent. Du côté de Québec solidaire, nous, on va changer ça. Avec quel argent? Mon cher monsieur, nous, on a dévoilé notre cadre financier au 5e jour de la campagne. Vous nous ferez des leçons quand vous aurez dévoilé le vôtre. Ça va être fait demain. J'ai très hâte de le lire. Mais ce que j'ai vu dans votre cadre financier, c'est qu'une des façons que vous allez financer ces enjeux-là, c'est en augmentant les revenus de l'État. Bien sûr. Particulièrement les taxes sur les entreprises, les taxes sur le capital, les taxes sur les entreprises, Sur le financement, les profits des entreprises. Le financement, C'est pas très 12 milliards économique. de dollars. Puis, écoutez, on voudrait bien, là, mais c'est pas sérieux. Pour moi, vous avez le même comptable que la CAQ. René Lévesque a augmenté les finances de l'État de 24 quand il était au pouvoir. Et pourtant, je pense que vous aimez encore René Lévesque. Robert Bourassa les a augmentés de 81 Et pourtant, je pense que M. Létard aime encore Robert Bourassa. Sur la Il y a de question la place des pour augmenter nouvelles les voies, revenus de l'État. M. Lachassin, vous n'avez pas encore parlé. Oui, absolument. Il y a des nouvelles voies qui sont nécessaires pour répondre à des besoins criants. Et donc, on a parlé, par exemple, sur la rive nord de la 13, de la 19. La 15 est complètement congestionnée. Sur la 15, on ajoute une voie réservée qui existe seulement jusqu'à Laval. C'est un non-sens. Il faut la prolonger jusqu'à Saint-Jérôme. Et sur la rive sud, il y a l'autoroute 30 qui a été bâtie. C'est un bon coup, mais qui est déjà congestionnée, alors qu'elle a besoin d'être élargie à un certain tronçon. Donc, ce sont des solutions très concrètes où on ne veut pas opposer le transport en commun avec les automobilistes pour lutter contre les automobilistes comme s'ils étaient la peste. Genre, pourquoi votre chef a, du revers de la main, écarté la ligne rose, par exemple, ici à Montréal? Parce qu'un coût comme le métro de la ligne rose, Pas le pas dernier. c'est Pas le pas dernier. beaucoup En effet. trop coûteux. Et c'est un choix clair qu'on fait et qu'effectivement, on laisse tomber ce projet-là. S'il y a des technologies Même si plus le- intéressantes, même si le- tant mieux. Même Mais si les voici élus de un Montréal, choix clair ils trouvent qui que c'est permet- approprié, la CAQ décide que, non, les élus de Montréal, ils n'ont rien à voir là-dedans. La CAQ décide qu'il n'y a pas de ligne. On fait des choix clairs. On se fait des croirait choix dans le ministère de la clairs pour Santé être sous le responsable. Parti monsieur. libéral. Je vous arrête sur ce sujet-là. On a fait un peu le tour. Je mène ailleurs en matière d'infrastructure parce qu'on entend quand même à Montréal des projets, à Montréal, mais qui touchent tout le Québec. On a dit des rénovations qui semblent inévitables au stade olympique. Il y a un projet de retour d'équipes de baseball des ligues majeures. Ça va prendre un stade. Ça parle de fonds publics, au moins en partie, pour l'aider. Le stade de tennis aussi. On dit qu'il faudrait l'améliorer. On reçoit de grandes compétitions. Est-ce que les infrastructures sportives sont quelque part dans vos priorités, M. Chassin? On peut étudier au cas par cas selon la rentabilité économique et en s'assurant que l'État ne prenne pas des risques inconsidérés. Alors ça, c'est une notion drôlement importante. Maintenant, Les il y gros, a c'est effectivement non, le des baseball, projets. c'est ça la Il y, proposition. il y a des projets qui sont intéressants et à ce moment-là, on est prêt à l'étudier. Par ailleurs, pour bien les étudier, ça prend une bonne équipe économique et s'il y a bien une chose que propose la Coalition Avenir Québec, c'est une excellente équipe économique comme on n'en a pas vu depuis très longtemps. Ils sont 35. Oh. En effet. Peut-être juste sur le sport. vous impressionne, je vois, c'est évidemment, très bon. nous, de notre côté, on espère. On espère le retour d'une équipe de baseball à Montréal. De notre point de vue, la question du stade, puisque c'est central, dans le fond, sur la capacité d'attirer une nouvelle équipe, de notre point de vue, ce projet-là doit être financé de façon très majoritairement privée. Il n'est pas interdit de penser que si qu'on pourrait compléter, mettons, un montage financier, mais vraiment de façon très marginale, puis dans la mesure où il y a vraiment un appui très, très fort et significatif du secteur privé. Oui, il faut que ce soit un projet privé. Donc, un projet privé qui pour l'achat d'une équipe, c'est pas du tout à l'État à se mêler de Dans la l'achat vie- d'une équipe. dans la vie, Et il- s'il faut un stade, si le secteur privé veut le financer aussi, l'État peut compléter le Il faut financement. faire des mais choix, pas- messieurs.
ou bien on choisit la lutte au changement climatique ou on choisit le baseball. Vous choisissez le baseball fort bien. Ça n'a aucun rapport, ça. Ben oui, ça a tout à fait rapport. Vous nous dites, bien sûr, on peut envisager de financer un stade. Vous n'avez pas vu l'échec du centre Vidéotron déjà? Là? Ça ne vous est pas passé par la tête un peu? Eh bien, là, il faut maintenant dire, notre priorité en infrastructure, ce sont les changements climatiques, c'est des investissements majeurs en transport. Absolument. Vous ne le faites pas. On le fait. Vous ne on le le fait. faites pas. Ben, Personne voyons. ici ne se lance dans On des n'a pas dit que c'était la investissements. priorité. On a dit que si un projet bien monté d'équipe de baseball et nous était présenté, on était ouvert à compléter le montage financier. Et Quand même deux choses pourquoi distinctes. donc le baseball manque d'argent dans la vie? Il manque d'argent en ce moment. Non, mais, Ils n'ont pas besoin de les vous. Montréalais peuvent avoir le goût d'avoir une équipe de baseball. Ça, c'est permis, par exemple. Ça, c'est très Ça bien. fait légitime. Les équipes de baseball et les ligues s'occuperont de le payer. Et l'autre stade? L'autre stade est toujours là et il sera toujours là. D'ailleurs, on a des... C'est pas l'intervention. L'autre stade est toujours là. Il faut repenser le toit, par exemple. Mais c'est une infrastructure qui est publique, celle-là, qu'il faut la maintenir et qu'il faut lui trouver une nouvelle mission. Il faut lui donner une chance pour qu'elle puisse aller chercher une nouvelle mission. Et pour cela, il lui faut un nouveau toit. Tout le monde se rallie à ça? Oui, ça prend Ça un sera le nouveau mot de toit. la fin. Ça prend un Pas de nouveau doute là-dessus, ça prend un nouveau toit. Merci. C'est la fin de notre dernier bloc. Merci à vous quatre pour cette portion débat. Merci de votre collaboration. Pour conclure le tout, chacun des candidats dispose maintenant de 45 secondes pour adresser des remarques finales. Le premier à s'exprimer, M. Nicolas Marceau du Parti québécois. Alors, il y a un seul parti qui est clair avec les Québécois, et c'est le Parti québécois. Nous, notre priorité, ce sont les services. On ne vous fait pas croire qu'on peut baisser les taxes et les impôts et en même temps investir dans les services. Il faut faire un choix, et notre choix, c'est d'améliorer les services pour nos enfants, pour nos familles, pour nos aînés dans nos régions. Les Québécois veulent que les politiciens arrêtent de les prendre pour des valises. Ils ne croient pas les partis qui leur promettent la lune. Nous, on pense que les Québécois sont tannés des coupures et c'est pour ça qu'on vous propose d'investir dans des mesures concrètes qui vont faire une différence dans votre vie. C'est simple, c'est clair et c'est honnête. Merci, M. Marceau. Simon Tremblay-Pepin de Québec solidaire. Aujourd'hui, tout au long de la campagne que vous êtes en train de voir, vous avez vu qu'il y a deux partis au Québec, la vieille classe politique et Québec solidaire. Nous avons deux propositions majeures, réduire les inégalités, combattre les changements climatiques. Nous allons les mener jusqu'au bout et prendre toutes les mesures fiscales qu'il est nécessaire de prendre. Lorsque nous aurons pris ces mesures, qu'on peut prendre maintenant, dès aujourd'hui, nous ferons le pas suivant, c'est-à-dire l'indépendance du Québec, dont je suis heureux d'être le seul à avoir parlé ce soir, l'indépendance du Québec qui est nécessaire pour l'accomplissement d'une mission que nous avons collectivement, être capable de vivre encore sur cette planète dans les prochaines années. Merci. Merci. M. Carlos Letao du Parti libéral. Merci. Alors, un gouvernement libéral propose une société qui priorise l'éducation, qui s'assure que tout le monde est en santé et que notre économie soit forte et au service de cette société. Le Québec a deux grands défis économiques, l'incertitude internationale et la pénurie de main-d'œuvre. En me promenant au Québec récemment, j'ai entendu les entrepreneurs me parler de l'enjeu réel de main-d'œuvre. Le Parti libéral est le seul parti qui propose une réponse globale et crédible pour relever ces défis. Nous avons fait des preuves que les Québécois peuvent avoir confiance dans nos programmes. Notre bonne gestion des finances publiques nous redonne maintenant la liberté de nos choix. Aujourd'hui, nous choisissons la qualité de vie des Québécois. Le Parti libéral du Québec est le parti de l'économie et le seul parti à proposer un vrai changement. Merci. Et Yuri Chassin de la Coalition Avenir Québec. Si le Parti libéral était le parti de l'économie, le retard du Québec ne serait pas aussi persistant. Le Québec est dernier classe en matière de revenus disponibles. On innove moins au Québec. Nous dépendons de 12 milliards de dollars de péréquation. C'est maintenant le temps de mettre au pouvoir la meilleure équipe économique depuis des décennies et un premier ministre économique, François Legault, qui a de l'ambition pour le Québec. On doit remettre de l'argent dans le portefeuille des familles. On doit entreprendre et innover. On doit faire diplômer nos jeunes et on doit prendre soin dignement de nos aînés. On va faire plus, faire mieux. Et le 1er octobre prochain, c'est le temps de se débarrasser de 15 ans de gouvernement libéral en choisissant la CAQ maintenant.
Merci. Vous pouvez maintenant les applaudir tous avec plaisir. Merci donc à nos 4 débatteurs. Vos propos, points de vue auront été éclairants. Pour les gens qui, à la maison, ont à prendre une décision, merci au public en studio. Merci à vous, à la maison, d'avoir suivi ce débat au cours de la dernière heure. Je vous rappelle qu'une édition spéciale de la Joute suit immédiatement, à la fois pour analyser ce qui vient de se passer et pour présenter les points de presse de chacun des candidats qui auront lieu au cours des prochaines minutes. Je vous rappelle aussi notre grand rendez-vous jeudi le 20 septembre prochain, face à face cette fois-ci des chefs de parti. Ce sera animé par Pierre Bruno, présenté sur les ondes de TVA et LCN. Donc un autre grand rendez-vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.